Vous mettre au parfum de l'actualité dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire reste notre priorité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition par la conférence débat organisée à l'université de Kinshasa par la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. La RDC face aux enjeux de la transition énergétique cas du secteur minier. C'est le thème qui a fait l'objet de cette assise. C'était le week-end dernier dans la salle des conférences Monikoso. Un reportage de Jordan Kabengele et Valangolo. C'est le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, qui a procédé au lancement de cette conférence débat axée sous le thème « La RDC face aux enjeux de la transition énergétique cas du secteur minier ». Ne sommes pas tous surpris, et je suis certain qu'il glissera sur cette grande problématique d'aujourd'hui, que l'Union européenne va conclure un marché, véritablement un marché de dupes, avec le Rwanda, dont le sol est aussi aride, j'ai failli être méchant, que la taille de certains individus est grande. Donc inversement proportionnelle à la taille de certains individus. Devons-nous nous taire face à cette énième humiliation, face à cette situation qui dérange? Mais pour pouvoir intervenir en tant qu'universitaire, l'université de Kinshasa en l'occurrence, nous devons comprendre essentiellement la quintessence de cette mission diabolique. Voilà le sacrifice que s'imposera sûrement l'orateur du jour. Et, monsieur le professeur, ce qu'attend l'université de Kinshasa, c'est éventuellement, au-delà d'une déclaration, une prise de position claire et ouverte qui sera certainement entendue par ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler les opinions et les nations sans raison. Une conférence animée par le professeur Matamba Jibikila Raphaël, docteur en mines. D'après ces derniers, a défini la transition énergétique comme étant l'ensemble des transitions du système de production, de distribution et de consommation d'énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. Et au regard des conflits qui gangrènent la RDC avec ses voisins à cause de ces minéraux, le conférencier du jour a proposé aux autorités congolaises qu'il y ait une coopération régionale pour que chaque pays certifie ses réserves stratégiques. Par ailleurs, la mise en place des zones économiques spéciales avec les mesures incitatives y afférentes pour ne citer que cela. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'on devait améliorer la connaissance géologique. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter à des spéculations, on a ceci, on a cela, tout. Bien sûr, on a tous ces indices-là, mais il faut les connaître réellement en termes de réserves. Donc des réserves exploitables, et si on les a, on peut planifier dans ces domaines-là facilement. Si je dois me limiter sur le volet scientifique, c'est ce que j'ai dit. Donc je vous ai montré des documents un peu sur les formations géologiques du Rwanda et tout ce qu'ils avaient comme indice de minéralisation et réserve, mais des années 88, où ils disent vraiment que non, c'était un problème, c'était une exploitation marginale et qui était voie à l'effondrement. Mais si ils doivent, par exemple, nous dire qu'ils disposent maintenant des mines ou des réserves bien identifiées, bien quand même quantifiées, on devrait le savoir pour que l'Union européenne arrive à signer cet accord là-bas. Mais tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas déclarés, on va juste comprendre que c'est des minéraux qui viennent d'ailleurs et d'une voie qui n'est pas vraiment propre. D'après ces scientifiques, tous les minéraux qui se trouvent en RDC se retrouvent aussi dans tous les pays limitrophes de la RDC, d'où la certification des minéraux stratégiques de la RDC s'avère d'une importance capitale, nous a fait savoir le professeur ordinaire Bavon Diemo Chiband, doyen de la faculté du pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa. Vous savez, la transition énergétique, si on connaît pas les réserves qui existent dans votre pays, il va se poser un grand problème. Et vous avez soulevé un problème. Nous avons les mêmes roches au Congo, les mêmes formations géologiques au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie. Dans tous les pays limitrophes, nous avons la cassiterite. Il vous a montré. Avant l'indépendance, pendant le Zaïre,
Congo produisait autant de cassitérite, le Rwanda en produisait la moitié. Donc toute la minéralisation qui accompagne la cassitérite se trouve aussi dans les collines qui sont couvertes de thé aujourd'hui. Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait une coopération régionale, qu'on estime, qu'on trouve les réserves qui se trouvent dans chaque pays. Sinon, nous allons croire que nous sommes les seuls à les posséder. Cette conférence s'est clôturée après le jet des questions et réponses. Enjeu didactique des ressources numériques du Skirsif en situation de violence, enquête menée à Lubumbashi et à Manono en vue d'une éco-ingénierie de la formation. C'est le thème de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Kalenge Yamukena de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'université pédagogique nationale. C'était le mercredi dernier. Georges Ndulumbi et Christian Chupamba pour le reportage. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat sur les enjeux didactiques de ressources numériques discursives en situation de violence endémique, enquête menée à Lubumbashi et Manono en vue d'une éco-ingénierie de la formation, le chef des travaux Kalenge Yamukena a au verbe clair précisé que les ressources que sont les discours numériques constituent un objet d'étude au carrefour de plusieurs domaines des savoirs. L'investigation menée à Lubumbashi et à Manono auprès de 2500 enquêtés relève deux faits indubitables. D'une part, de même que les enseignants des classes terminales, les élèves de dites classes disposent dans leur grande majorité d'au moins un compte sur un réseau social. Et d'autre part, les enseignants recourent de temps en temps en diverses ressources tirées des réseaux sociaux comme éléments illustratifs occasionnels des notions dispensées en classe. En ce qui concerne les avis sur l'usage systématique éventuel des discours numériques comme tiers support d'enseignement-apprentissage, la majorité de personnes interrogées se disent favorables à ces recours et les trouvent nécessaires. Pour finir son exposé, l'impétron a souligné qu'au terme de cette étude émerge un modèle théorique nouveau, celui de la protéiformité. Des arguments qui ont persuadé le jury après évaluation et la délibération à huis clos à l'issue desquels le chef des travaux Kalenge a été proclamé docteur à thèse avec mention la plus grande distinction. À cet effet, le secrétaire général à la recherche de l'UPN, le professeur Putu Bokenga, lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son titre. Très ému de son résultat, le nouveau docteur est revenu sur la quintessence de son travail. Ma thèse porte sur une thématique très simple. C'est les enjeux qu'il y a à utiliser ou à ne pas utiliser tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, entre autres les discours numériques dans les réseaux sociaux et pas seulement dans les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a comme support numérique. Quel intérêt y a-t-il à utiliser ces choses? Et si on les utilise, qu'est-ce qu'on peut gagner? Ou qu'est-ce que l'école perd en n'utilisant pas le discours numérique? L'école n'utilise pas jusqu'aujourd'hui ces ressources-là de manière formelle, mais pourtant cet usage de la parole, de la langue à travers les réseaux sociaux influence par exemple le parler et l'écriture des apprenants aujourd'hui. Ma thèse propose deux pistes. On peut utiliser les discours numériques dans l'apprentissage de langue, parce que tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux influence la manière dont les enfants apprennent la langue, notamment la langue française. Mais aussi, on peut utiliser ces ressources de discours numériques pour résoudre la question des violences dans ce qu'on appelle l'éducation à la paix et l'éducation au numérique. D'une thèse à une autre, cette fois-ci, celle du chef des travaux Moulonda Moulumba, Joël, de l'université du CEPROMAD, management stratégique et opérationnel de la décomplexification des conflits interethniques au Nord Kivu. C'est l'intitulé de sa thèse de doctorat soutenue publiquement le mercredi dernier au sein de cette université. Commentaire de Christian Mukonkole.
C'est en présence du corps professoral et membres de sa famille que le chef des travaux Mulonda Mulumba Joël a soutenu sa thèse axée sur management stratégique des conflits interethniques au Nord Kivu à l'université du CEPROMAD. Partant du constat selon lequel, depuis près de 5 ans, des escalades et des vives tensions conduisant même à des violences entre certaines communautés rendant ainsi la cohabitation de plus en plus difficile, les récipiendaires a émis l'hypothèse selon laquelle le phénomène des conflits interethniques en territoire des Nyiragongo est une réalité et un système socio-économique et politique national complexe. C'est pourquoi le chef des travaux Mulonda Joël a proposé quelques approches afin de suggérer une solution au gouvernement congolais. Nous sommes venus, après avoir analysé les approches antérieures, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs faiblesses. Et c'est comme ça que cette approche managériale est venue comme une solution durable et efficace qui va permettre désormais, à partir du changement de notre perception, qui est le premier niveau, le choix d'une approche stratégique et managériale dans la résolution de nos problèmes en interne, à partir de la découverte des opportunités que nous avons plus à gagner, les éléments connecteurs, ce qui nous connecte davantage, la capitalisation de ces éléments-là nous permettra certainement à pouvoir créer un bloc et à œuvrer pour notre pays. Donc cette thèse, c'est un éveil de conscience, c'est une solution pour plusieurs maux qui gangrènent actuellement dans notre contrée du Nord. Exposé fini, le jury a évalué les travaux à travers le jeu de questions et réponses avant la délibération à huis clos. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le chef des travaux Joël et pour lier l'utile à l'agréable, les grades académiques lui ont été conférés avec joie. Monsieur le chef des travaux Mulonda Mulumba Joseph a réussi avec la mention grande distinction. La valorisation des matériaux locaux de construction, c'est le sujet au centre de ces échanges entre le scientifique et le professeur Samuel de Libreville à l'Institut national du bâtiment et de travaux publics. Suivez cet élément que nous propose Laetitia Kapinga. Les enseignants et chercheurs de l'école doctorale de l'Institut national du bâtiment et de travaux publics ainsi que ceux de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ont échangé avec le responsable de la Société africaine des écoles matériaux qui se tiendra à Libreville au Gabon en juin prochain et dont le thème principal sera la nature au service des changements écologiques et énergétiques. L'INBTP étant l'institut phare dans ces domaines ne devrait être que la cible pour la République démocratique du Congo afin de pouvoir permettre à ces chercheurs et enseignants de participer à la première sensibilisation sur la 3e édition du CEMAE tout en réfléchissant sur la création d'un comité national pour la valorisation des matériaux des constructions locaux en RDC. Le professeur Fils Makanzou, directeur général de l'INBTP, a martelé sur l'importance de ces assises. Ce n'est pas tellement une conférence, c'était des échanges entre chercheurs et experts ou techniciens dans le domaine des éco-matériaux. L'objectif est de fédérer tout ce monde au niveau national et surtout dans la ville de Kinshasa qui évolue dans ce domaine-là de la valorisation des matériaux de construction locaux. Mais c'est surtout en prévision de la 3e conférence, on appelle ça la CEMA 2024, la 3e conférence sur les éco-matériaux qui se tiendra au mois de juin à Libreville au Gabon. Et c'est comme ça que le prof Samuel Ikogu, qui est gabonais, qui en est le président du comité d'organisation, est venu à Kinshasa pour s'entretenir avec des Congolais, pour sensibiliser les Congolais. Nous étant l'INBTP, nous sommes donc un point focal, nous sommes l'institution focale pour ce qui concerne ces domaines-là.
De son côté, le professeur Samuel, président du CEMA 24, a informé les chercheurs et enseignants de Kinshasa de collaborer sur le thème des écomatériaux en leur invitant d'y prendre part. L'objet de ma présence ici, c'est d'abord sensibiliser les collègues enseignants-chercheurs de KIN sur la possibilité de travailler ensemble sur des thématiques comme à nos pays, notamment les écomatériaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des gens qui sont compréhensifs, qui sont intéressés par la problématique et qui sont prêts à s'organiser pour mettre en place un comité national. La présence à l'INDTP est une opportunité parce que c'est quand même l'institut qui est chargé effectivement de la valorisation des matériaux locaux et du bâtiment. Et je pense que je suis tombé au bon endroit et ça a permis effectivement aux responsables de l'institut de rassembler toutes les équipes déjà dans la région de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, de venir écouter un peu ce que nous sommes en train de faire au niveau continental. Signalons que CEMA est une structure qui rassemble plusieurs chercheurs du continent africain. L'ouverture du colloque sur l'entrepreneuriat culturel, quel modèle d'entreprise en République démocratique du Congo, une activité organisée par le faculté Art FACAR en sigle sous les patronages de l'ASBEL, plateforme contemporaine que dirige Benjamin Tezangi. C'était le jeudi dernier à l'Université libre de Kinshasa. Reportage de Jordi Lumbi et Christian Chipamba. L'entrepreneuriat culturel, quel modèle d'entreprise en République démocratique du Congo? C'est autour de ces thèmes que se sont réunis ces scientifiques, entrepreneurs, artistes et le passionné de la culture à ces premiers jours du colloque organisé par le faculté Art FACAR en sigle à l'Université libre de Kinshasa sous les patronages de l'ASBEL, plateforme contemporaine. Après le mot de bienvenue du professeur Louis Kiki, représentant le comité de gestion de cet établissement, le coordonnateur de la plateforme contemporaine, Benjamin Tezangi, a dans son mot des circonstances précisé le bien fondé de cette activité en mettant un accent particulier sur les objectifs poursuivis par la dite plateforme. En tant que centre culturel, plateforme contemporaine, et de consolider l'offre culturelle et artistique dans le milieu académique, notamment par le biais de renforcement des capacités humaines en mettant en place un cadre d'information, par exemple en organisant des activités comme le colloque que vous avez vu aujourd'hui, mais aussi ces cadres pour permettre en sorte que nous puissions avoir un cadre d'échange et de partage d'expériences avec des personnes qui investissent, des experts dans la matière, mais aussi de promouvoir la formation pour renforcer le capital humain qui demain doit investir dans ces secteurs culturels. Pour cette journée, ce qu'il faut retenir, il fallait confronter la théorie et la pratique, c'est-à-dire que nous sommes venus vers la théorie avec des personnes qui ont de l'expérience dans les métiers. Vous avez constaté dans les différents panélistes, nous avons des experts et des investisseurs qui ont intervenu aujourd'hui. Question d'échanger avec les étudiants, de permettre de se rapprocher des réalités des terrains. Occasion faisant le larron, les différents panélistes du jour, notamment Augustin Bicalé, responsable programme culturel UNESCO, Soungani Nicolas, expert en entrepreneuriat culturel et créatif, Togo, et Lepira Christian, manager label Bomaye Musique, ont tour à tour souligné que la culture a beaucoup de potentiel et elle est considérée comme l'un des facteurs du développement durable. Cependant, il y a lieu de capitaliser ces potentialités et en faire des opportunités. La culture étant un outil d'éducation, un patrimoine à protéger, donne lieu aux industries culturelles qui permettent la création des emplois en se servant de ces formes d'expression, entre autres le média, le mode, le jeu vidéo, la musique, l'architecture et autres. L'application de l'allègement fiscal aux entreprises qui soutiennent les activités culturelles va sans doute contribuer à la stimulation d'investissements dans le domaine culturel, ont-ils conclu. C'est par le jeu de questions-réponses que s'est clôturé ces colloques à la grande satisfaction de tous les participants. À
la sortie de la salle, les différents orateurs ainsi que le représentant des autorités de l'ILK sont revenus sur l'importance de l'entrepreneuriat culturel en RDC afin de booster notre économie. Ils sont tous au micro de Georges Dilumbi et de Christian Chipamba. L'entrepreneuriat culturel est très important pour nos jeunes étudiants. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, le premier capital que les jeunes gens voient, c'est le capital financier. Or, en étudiant la richesse qui est dans le secteur culturel, on voit que c'est une ressource qui peut nous apporter beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un capital culturel qu'on peut vraiment exploiter. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, ce capital est très important. Alors, comment nous pouvons relancer notre culture si les cultures étrangères sont dominantes sur nous, alors que la nôtre devait être dominante? Vous avez compris ce qu'a dit Albert Camus, quand il dit que tout ce qui dégrade la culture raccourcit, n'est-ce pas, les chemins vers la servitude. Et c'est sérieux. Pour que le secteur puisse contribuer économiquement, comme je le disais, il faut d'abord que le secteur soit structuré. Structuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les acteurs sachent exactement à quel niveau ils se positionnent sur les différentes chaînes de valeur. Est-ce que je suis créateur? Si je suis créateur, avec qui je collabore? Quel est mon apport à la chaîne de valeur? Mais si on a des acteurs qui font tout, parce qu'on en a qui sont artistes, producteurs, distributeurs, comment une personne, avec 8 heures de travail par jour, peut à la fois créer, produire et distribuer? Donc il faut que chacun se positionne d'abord et se spécialise dans un métier spécifique sur la chaîne de valeur. L'entrepreneuriat culturel, c'est tout ce qui va dans le sens de faire effectivement de la culture un facteur de développement économique, un facteur de croissance économique. Et ici, il est question de dire que la culture, ce n'est pas seulement les valeurs, ce n'est pas seulement le patrimoine, l'identité culturelle que nous drainons avec nous, mais c'est aussi effectivement un secteur où on peut entreprendre, où on peut créer des entreprises et qui peuvent contribuer effectivement à la réduction de la pauvreté et qui peuvent faire des profits et des richesses. Les pistes de solutions pour pouvoir avoir plus de financement dans la culture, question de favoriser l'investissement privé dans la mesure où il était possible d'avoir des mesures fiscales adaptées pour les entreprises qui soutiennent la culture afin de promouvoir et de stimuler l'investissement du privé dans la culture. Et il y a la déduction fiscale, l'allègement fiscal qui peut être appliqué aux entreprises qui soutiennent les activités culturelles ou même les opérateurs culturels via le mécénat ou le sponsoring. Les membres du comité de gestion de l'INBTP ainsi que toute la communauté de cet établissement ont rendu les derniers hommages au fait professeur Mbuyamba, directeur général honoraire de l'INBTP, ce 1er mars au cours de la séance académique organisée en son honneur au sein de cette institution universitaire. Laetitia Kapinga et Jérès Landou signent cet élément. Depuis la mort de l'hôpital du Korchat, les comités de gestion de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, les corps enseignants, étudiants, anciens étudiants et familles ont accompagné le corps du fait professeur Mbuyamba jusqu'à l'enceinte de l'INBTP où dès son vivant a travaillé comme enseignant et a eu à diriger pendant 2 mandats de 2000 à 2001, de 2011 à 2012 comme directeur général. Né le 30 janvier 1949, le professeur Mbuyamba a rendu l'âme le 21 février 2024 de suite d'une longue maladie. Une disparition qui a touché toutes les couches du monde scientifique congolais. Pour la circonstance, le professeur Kalala, secrétaire général académique de l'INBTP, a retracé les parcours de l'illustre disparu en lisant sa biographie avant de présenter ses condoléances à la famille du feu professeur Mbuyamba, Jean Roger et à toute la communauté de cet établissement. Très triste, le directeur général de l'INBTP, Fils Bakanzu, a, dans son allocution, rappelé quelques bons souvenirs du DG honoraire et témoigné sa gratitude vis-à-vis de ces derniers pour son soutien lors de son arrivée à la tête de l'INBTP. Ce 21 février 2024, la nouvelle d'état-mort a retenti comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, produisant l'effet d'une bombe
au sein de ta famille, de tes amis, de tes collègues et de tes étudiants. La longue maladie qui te minait depuis quelque temps déjà a fini par avoir raison de toi, laissant ta famille, tes amis, tes collègues dans un profond désarroi. Professeur Mbuyamba, comment allons-nous nous passer de ton sens d'humour, de ton rire communicatif, de ta joie de vivre, de ta gaieté et de toutes ces belles histoires que tu aimais tant nous raconter? Mais comme le dit Charles Péguy dans ses poèmes inspirés d'un texte de Saint-Augustin, la mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. Nous sommes nous. Tu es toi. Ce que nous étions les uns pour l'autre, nous le sommes toujours. S'en est suivi de témoignages des anciens étudiants de l'INBTP, des ingénieurs BTP, du coordonnateur des étudiants et de la famille du défunt avant le dépôt de gerbes de fleurs et la levée du corps. Que l'âme du feu professeur Mbuyamba se repose en paix. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Tonton Biongo et à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra réalisée par le docteur Emmanuel Léman, toujours sous la coordination de monsieur l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir.